Eh bien, bonsoir tout le monde. Le mois dernier, nous avons vu combien finalement tout ce qui concernait des projets, des plans, ce n'était pas des choses qu'on devait subir, ce n'était pas des choses qu'on devait dire, bon ben voilà, le plan c'est comme ça. Que ce soit au niveau politique, que nous avons évoqué, que ce soit au niveau pratique, que ce soit au niveau beaucoup plus essentiel de l'humanité et du plan de l'humanité sur Terre, quel que soit le niveau auquel on regarde les choses, on a vu combien il était vraiment important de dire, bah, ce plan, on y participe. C'est véritablement quelque chose qui se fait avec nous. Bien. Et donc, nous allons continuer un petit peu dans cette même veine à explorer ce que représente ce plan, qu'est-ce qu'il nous propose et comment nous aussi on peut se sentir de plus en plus responsable par rapport à cela. C'est vrai que, comme vous le savez, nous travaillons cette année sur une nouvelle éthique. Nous cherchons à faire émerger une nouvelle éthique. Alors, dans ces idées nouvelles qu'on cherche à mettre en évidence, ce mois-ci, on va en mettre une en rapport avec l'égoïsme, dont on parle souvent. Quand on dit qu'il faudrait vraiment une nouvelle éthique par rapport à l'humanité, parce que vraiment, du point de vue de l'égoïsme, il y a quand même pas mal de choses à revoir. Certes, on pourrait le dire. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des idées qui circulent de plus en plus, comme par exemple le mot partage. Alors on dit, mais vraiment, le partage, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment développer de plus en plus. On ne peut pas continuer dans la société dans laquelle on est. Plus ça va, plus le fossé entre les plus riches et les plus pauvres s'agrandit. On pourrait se dire quand même, dans une humanité dite moderne, on a compris comment ça fonctionnait, et puis il faudrait peut-être quand même que tout le monde ait sa part du gâteau. Il faudrait peut-être qu'on tienne compte d'un ensemble. Pas du tout. Au contraire, plus les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, et le fossé ne cesse de s'accroître. À tel point que même dans les clubs de riches, je pense à la Banque mondiale ou au FMI, on commence très sérieusement à s'inquiéter, à dire mais on va aller au clash. Il y a quelque chose qui n'est pas possible par rapport à ça. Il faudrait partager. Alors, on entend de plus en plus de gens qui disent, nous, on ne se contente pas d'avoir une idée, nous, le partage, on le met en œuvre. Et alors, on entend de plus en plus parler de partage, même des petites choses, de voitures partagées, de vélos partagés en ville. On partage les jardins, d'habitat partagé, de loisirs partagés. Bref, on entend parler de plein de choses, avec en fond, mais c'est une économie de partage qu'il nous faut. Ah oui, pour l'instant, voilà. Il y a des gens qui mettent en place des petites choses comme ça. Ils n'ont pas les moyens de changer le monde encore, mais c'est comme ça que ça commence. Donner le goût au partage. Mais on sait très bien qu'il va falloir aller beaucoup plus loin, qu'il va falloir avoir un travail partagé. Plus on va avoir de robots, plus on va avoir des choses qui fonctionnent à la place des humains, moins on va avoir de travail. C'est évident. Par conséquent, il va falloir partager le travail, ce qui veut dire partager les salaires. Il y a peut-être des limites au partage quand même. Non. Et on sent bien que, oh là là, mais là, on commence à tirer un petit truc, on commence par partager les vélos. Oui, on leur donne ça au partage et jusqu'où ça peut aller. Et oui, c'est là qu'on se dit, tiens, mais qu'est-ce que ça pourrait changer dans le monde? Ah bah tout. Et alors, par rapport à cette notion de partage, il y a un deuxième élément qui est justement le thème de ce soir, qui est le bien commun. Le bien que nous avons en commun, les biens que nous avons en commun. Et on évoque justement de plus en plus la planète. On a en commun une planète Terre. On a en commun la nature. On a l'eau, la mer, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la pollution des océans. On a les minerais. On a tout ce que la nature nous offre. Mais tout ça, ça n'appartient véritablement à personne. Enfin, ce serait une honte. Mais ce n'est pas une raison pour le gâcher et le gérer n'importe comment. Comment est-ce qu'on fait pour gérer en commun notre bien commun? Comment peut-on gérer la planète Terre? Comment peut-on s'arranger pour gérer ça tous ensemble? Là aussi, il y a de plus en plus d'éléments qui se mettent en place. On dit, mais il faut vraiment qu'on s'organise tous ensemble. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Et dévaster finalement notre bien commun, dévaster la planète qui est notre unique bien commun. Il faudrait peut-être qu'on se réveille tous ensemble, qu'on dise, on la gère ensemble. On ne laisse pas faire des intérêts privés. Voilà ce qu'on peut percevoir, vous voyez, par rapport à cette notion de bien commun et de partage. Alors, est-ce que ces deux idées font partie de la nouvelle éthique? En tant que telles, pas tout à fait. On va simplement dire que c'est un bon départ.
que c'est le point de départ, en tout cas, de ce que nous allons explorer par rapport au bien commun et par rapport au partage. C'est vrai que c'est certainement quelque chose qui va aller beaucoup plus loin, mais je voulais vous montrer simplement qu'on commence déjà à sentir les choses, et si on tire cette idée un petit peu comme ça, comme une ficelle, c'est vrai qu'on va le remonter, 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 et trouver des choses qui sont certainement beaucoup plus intéressantes. Parce que c'est bien gentil de dire on partage, mais c'est pas si évident que ça à faire. Et on se rend bien compte par ailleurs que, mais pour que tout ça, ça change et que ça aille beaucoup plus loin et que ça sorte simplement des petits changements, des petites gestions qu'on peut avoir comme ça, des petites expériences individuelles ou très très collectives comme ça qui peuvent se faire, bah, on se rend bien compte qu'il va falloir vraiment vraiment changer énormément de choses. Seulement, à la question qu'on se pose pour tout, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais comment on va s'y prendre? Vous savez très bien, parce que depuis le temps que vous suivez ces conférences, que la réponse à la question qu'est-ce qu'il faut faire, c'est toujours rien. La réponse, c'est trouver la bonne question. Et la bonne question, c'est qu'est-ce qu'il faut être et non pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et qu'il faut toujours finalement répondre au problème d'avoir, au problème du faire, parce que l'on est. En effet, on l'a souvent vu, tout ce que nous vivons du point de vue concret, du point de vue pratique, tout ce qui existe dans cette société, tout ce qui existe à n'importe quel niveau, au niveau des États, au niveau social ou même simplement au niveau individuel, tout ça est systématiquement le résultat d'états de conscience. Chaque fois qu'on est dans un certain état de conscience, que ce soit nous, notre famille, que ce soit une société, que ce soit beaucoup plus vaste, chaque fois qu'on est dans un état de conscience, il est évident qu'à chaque fois, cet état de conscience sécrète des réalités physiques. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on a toujours ce qu'on mérite. On a l'éducation nationale qu'on mérite, on a la médecine qu'on mérite, on a la politique qu'on mérite, etc. Ça a un côté un peu punitif, cette histoire. Hein. Vraiment, on a que ce qu'on mérite, c'est pas une bonne formule. Mais en tout cas, ça a le mérite de bien mettre en évidence que ce que nous avons, c'est rien d'autre que la sécrétion de nos états de conscience majoritaires. C'est bien là le problème. C'est pour ça que bien quelquefois on se dit mais moi je suis pas du tout dans cet état de conscience, mais ça se matérialise pas. Et non, tant qu'on n'est pas suffisamment nombreux, tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une masse critique qui permet d'entraîner tout un changement, bah c'est sûr que ce qu'on vit là ou ce qu'on voit, ça correspond pas forcément à ce qu'on souhaite. Et d'où l'intérêt de se mobiliser de plus en plus, en étant de plus en plus nombreux pour faire cette fameuse masse critique qui amène toujours le changement. Et c'est comme ça que l'humanité a toujours changé, et que c'est comme ça qu'elle continue de changer en ce moment, et qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Par conséquent, tout notre processus, vous voyez, c'est de se dire, cette histoire du partage, cette histoire du bien commun, ça ressemble à un problème de possession, un problème d'avoir. Et pourtant, pour bien le comprendre et pour trouver les solutions, il va falloir qu'on le traite forcément du point de vue de l'être, et non pas du point de vue de l'avoir. Il va falloir vraiment changer notre façon de voir les choses, parce que si on essaye de prendre les choses d'en bas, si on essaie de résoudre les problèmes d'en bas, de là où ils sont, voilà, comment on fait pour partager? On va voir qu'on réussira strictement à rien. Mais pour ça, c'est vrai que ça va nous demander un sacré changement de vision. Ça va nous demander de voir le monde tout à fait différemment. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Tout d'abord, la vision que l'on a quand on cherche à comprendre le monde, à voir la réalité du monde, c'est que ce monde est un monde de formes. Et que ce qu'on appelle la réalité du monde, ben voilà, ce sont des formes physiques, des formes émotionnelles, voire des formes mentales, si on va jusque-là. Mais c'est avant tout un monde de formes. Et on dit que c'est ça la réalité. Et donc ce que je vois, c'est que le monde est séparé. Les formes ne sont pas forcément reliées les unes aux autres. C'est un monde finalement thermique fini. Il n'est pas infini non plus. Et donc c'est vraiment cette vision du monde que l'on a. Et cette vision-là, elle nous tient pendant très très longtemps, puisque c'est tellement évident. C'est tellement évident que c'est ça. On n'est entouré que de ça. Alors on nous dit quelquefois que ce monde-là, il en cache un autre. Mais dans un premier temps, on n'en croit rien. On ne voit que ça. Et on ne croit que ce qu'on voit. Alors, ça va amener de grandes conséquences, parce que à partir du moment où on est justement dans ce monde de formes, on va chercher à grandir. Et c'est vrai que dans un état de conscience, qu'on appelle quelquefois la conscience de dépendance, la conscience dans laquelle on n'est pas encore dans l'autonomie, bah,
on ne cherche pas tellement finalement à accroître vraiment les possessions. On n'est pas dans un désir fou. On pourrait même dire que bien souvent, dans les sociétés qui sont encore en conscience de dépendance, on partage volontiers. On est volontiers collectiviste. Voilà, les choses sont mises en commun. Il n'y a pas franchement de grande différence entre la fortune du chef et puis celle des autres. Non, non, tout est mis à peu près en commun. Ça trouve normal. Par contre, dès qu'on commence à vouloir se développer individuellement, dès qu'on est, vous savez, dans le bas de la courbe de l'involution et de l'évolution, dès qu'on commence à dire, voilà, maintenant je voudrais exister, il y a une chose dont je vais prendre conscience et qui me paraît tellement évident, c'est que pour être plus, il faut avoir plus. Ça, c'est une équation fondamentale. Je remarque que tous les gens qui sont plus, ce sont des gens qui ont plus, à tous les niveaux. Et donc, dès que je suis jeune, dès que je suis gamin, je comprends le truc et je me dis, ben voilà, il va falloir absolument que je me donne les moyens d'avoir plus pour être plus. À quel niveau? Tous les niveaux. Au niveau physique, c'est évident. Au niveau physique, au niveau de l'argent, au niveau de... Voilà, c'est vrai que si j'ai tous les moyens, si j'ai tout mes données, si vraiment, comme on dit, je suis né avec une cuillère en argent dans la bouche, bah c'est vrai que tout de suite, voilà, ça me place. Je suis déjà quelqu'un, je suis le fils de, la fille de, etc., de la famille machin. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc physiquement, je suis né pas du tout dans le besoin. Et forcément, par définition, alors que j'ai encore rien fait de ma vie, je suis un gamin. Mais je suis plus, parce que mes parents ont plus. Et donc moi aussi. Pour des gens, non, c'est pas du tout le problème. Pour des personnes, c'est complètement au niveau relationnel. Pour moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est la relation aux autres. C'est avoir des amis. C'est vraiment avoir des... Et puis de vivre des relations d'amour. Ça, alors, l'amour, l'amitié, c'est vraiment fondamental. Aimer, être aimé, aimer, on recommence plusieurs fois, être aimé, ça, c'est, voilà, et ça, je m'en lasse pas, ça c'est vraiment fabuleux. Et puis avoir des amis, puis avoir des contacts, et puis aussi c'est sentir, c'est pas vraiment des relations avec les humains, c'est la relation avec le monde, avec la nature, avec les animaux, avec la... Voilà. Moi je vis quand je suis dans cette relation. Plus j'ai des relations, plus je vis, plus je suis. Plus je sens, plus j'aime, plus je suis. Bon. D'autres vont dire, ah ben non, moi c'est pas tout à fait mon truc. Non, moi, plus j'ai des connaissances, plus je suis. Alors pour moi, plus je comprends le monde, plus je sais, plus je suis savant, plus je comprends l'intelligence du monde et plus j'existe. Et si je peux avoir en plus les diplômes qui vont avec, on est dans une société, avoir les connaissances c'est bien, mais il faut en avoir la preuve, c'est qu'il faut avoir le diplôme. Donc si j'ai des diplômes plus, alors je suis encore plus. Attention, non mais attendez, je m'excuse, mais j'ai quand même fait 8 ans d'études. Et je fais, ah bon, ah ouais, bah, plus, et puis comme ça. Ah bon, ah bon, vous êtes quelqu'un? Ah oui, je suis quelqu'un. Parce que j'ai du savoir. Pour d'autres, ce serait de dire, bah écoutez, non, moi, c'est pas tellement ça au niveau physique, ni au niveau relationnel, ça me passionne pas plus que ça. Au niveau des connaissances, un petit peu, mais un minimum. Non, non, moi, c'est le pouvoir. Le pouvoir. Avoir le pouvoir. Moi, c'est ce que... Et quand on a le pouvoir, on est au top. Je suis le meilleur, je suis le plus grand, parce que j'ai le pouvoir. Je ne sais pas plus de choses, il y a des tas de gens qui savent beaucoup plus de choses que moi. Je ne suis pas le plus aimé, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais je m'en fous. Au niveau physique, je n'ai pas le plus d'argent, mais j'ai le pouvoir. Donc j'existe. On pourrait multiplier les exemples parce que chacun a son truc. Tout ça pour vous montrer que le monde des formes dont je parle, ce n'est pas simplement les formes physiques, denses, le corps physique, c'est le monde de toutes les formes mentales, relationnelles, émotionnelles, sensibles, physiques, etc. Tout ça, c'est ce monde des formes. Et donc, c'est intéressant de voir que notre société est complètement fondée là-dessus. Pour être plus, il faut avoir plus. Et si j'ai pas grand-chose, bah, je suis rien. J'ai rien. Et bah, t'es un moins que rien. Non, bah non, j'ai rien. Ah bon, bah, alors t'es rien. Mais vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Si j'ai rien, je sais rien, j'ai pas de relation, bah, je suis rien. Alors qu'on pourrait imaginer, et on a des exemples quelquefois qui nous font rêver, on nous parle de tels sages dans les temps d'avant, ou même maintenant, qui se déplacent rien, dans la pauvreté, dans le dénuement, qui n'ont rien apparemment. Ils n'ont pas d'amis collectionnés, ils n'ont pas tout un savoir extraordinaire, ils n'ont pas une bibliothèque dans la tête, ils ne sont pas encyclopédistes, ils n'ont pas forcément le pouvoir. Et pourtant, ce sont des sages, et on dit, mais ils sont tout.
alors qu'ils n'ont rien. Ah, tiens, donc il y a quelque chose là peut-être qui est possible, qui va nous donner un petit peu à réfléchir. En tout cas, en attendant, c'est vrai que par rapport à ça, on se dit, mais on ne va pas pouvoir tous réussir à être quelqu'un en ayant un maximum de choses. Alors, parce que pendant très longtemps, on a cru, hein. Il y a encore une cinquantaine d'années, on pensait que finalement, la planète était tellement immense, tellement infinie, qu'on pouvait tous avoir, prendre. Vraiment une espèce de... un côté insatiable qui fait que, sans arrêt, tout ce qu'on pouvait prendre, on essayait de le prendre à n'importe quel niveau. Et puis on a réalisé, il n'y a pas si longtemps, que la planète était finie. Pas infinie. Et que finalement, sur les 7 milliards d'humains que nous sommes, si on essaye tous d'avoir un maximum pour être, c'est déjà impossible. On ne peut pas. C'est déjà même pas la peine. Il n'y aura même pas assez, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez d'air non pollué, il n'y a pas assez de minerais, il n'y a pas assez de pétrole, il n'y a rien. Tout ce qu'on voudrait, si on cherche tous à avoir les mêmes choses, bah, dans l'état actuel, comme on le fait, bah non, on ne pourra pas du tout reproduire cette histoire-là. Donc on se dit, mais alors, bon, bah, il faut prendre autrement, bah, il faut partager. Voilà. Et nous voilà avec le partage. Bon. Mais on fait comment pour partager? C'est pas une idée nouvelle, hein, le partage. Il y a plein de gens qui se sont attaqués un petit peu à cette idée. Alors, l'idée la plus simpliste, c'est de dire, bah, on prend aux riches et on donne aux pauvres. C'est bien. Il y a une information qui a circulé récemment qui disait que 67 personnes les plus riches du monde avaient autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Oui, vu comme ça, c'est spectaculaire. Sauf qu'effectivement, la plupart du temps, cette richesse, elle est totalement virtuelle. C'est des actions qui ne peuvent chuter d'une minute à l'autre. Et que finalement, si d'un seul coup, on leur prenait, on leur disait, mais donnez-nous tous les argents qui correspondent à ça, toutes les actions s'effondreraient. Donc, les plus riches deviendraient les plus pauvres d'un coup. C'est du vent, tout ça. Donc, cette histoire, prendre aux plus riches pour donner aux plus pauvres, c'est du vent, ça n'existe pas. Et puis, une fois qu'on aurait dépouillé les riches, très très bien, mais ça correspond à peu près à donner, si vous prenez tout l'argent des riches, c'est à peu près de donner 1 000 € à chaque habitant de la planète les plus pauvres. 1 000 €. Au bout de 2-3 mois, qu'est-ce qu'on fait? Reprenez aux riches, ah, ils n'ont plus rien. Donc vous voyez, on a l'histoire Robin des Bois, comme ça, si je vous disais simplement ça, c'est très simpliste et ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas résoudre le problème de cette manière-là. Alors bien sûr, il y a quand même des choses nettement améliorées et on commence à le faire. Et on se dit, mais tout de même, il faudrait taxer les plus riches, en tout cas, ne pas tout leur prendre, mais il faudrait peut-être répartir. Il y aurait peut-être des choses à organiser, il y a peut-être des équités peut-être à revoir, des choses qui seraient insupportables. On voit bien comment en Suisse actuellement ou en Allemagne, on cherche déjà à mettre en place un salaire minimum, ce qui n'était pas du tout évident pour eux. Et puis on voit comment dans le monde, eh bien, ça ferait du bien peut-être de réorganiser les choses, de manière à rééquilibrer. Très bien. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. On est toujours dans la même vision des formes. On est toujours dans la vision des choses séparées. Et on est toujours finalement à la recherche de, il faut quand même que j'ai pour être. Alors peut-être qu'avec ce système de répartition, il y aura de plus en plus de justice, certes. Finalement, il y aura certainement peut-être moins d'inégalités, tant mieux. Mais on reste toujours dans le même état d'esprit. Ça veut dire qu'on cherche toujours à avoir pour devenir quelqu'un. Et il y aura toujours des gens qui essaieront comme ça d'être, de tricher, d'en avoir plus, etc. Il y aura toujours finalement des systèmes qui feront que il y a des gens qui se feront avoir. Et on ne change toujours pas l'état d'esprit. On est toujours dans un monde dans lequel on cherche à prendre pour avoir ça. Alors le partage, on dit aussi, mais c'est très simple finalement. Il faudrait simplement considérer que ça fonctionne comme les fontaines à débordement. L'eau qui déborde. C'est-à-dire, chacun a sa petite fontaine, une petite vasque. Il y en a qui ont une grande vasque. Hein. Chacun a sa taille. Et l'eau coule. Et ça, c'est ce qu'il me faut. Ça, c'est mon minimum. Voilà. Mais tout ce qui déborde de ma vasque, c'est pour les autres. Voilà. On dit, vous voyez, c'est très très bien. Il suffirait simplement qu'on n'ait pas tous des vasques immenses, qu'on ait des petites vasques, et puis c'est sympathique. Oui, il n'y a qu'un seul problème, c'est que quand ça s'arrête de couler, je suis désolé, il n'y a plus rien, là, c'est pour moi, c'est mon minimum. Ça veut dire quoi, mon minimum? Donc, vous voyez, quand on essaye de voir un petit peu ces idées de partage, de répartition, de cette manière-là, des biens communs, des biens que nous avons en commun,
bah, il y a toujours un problème, c'est que ce problème, c'est que on travaille ça uniquement du point de vue de l'avoir. On travaille ça uniquement du point de vue des formes, à partir d'une vision formelle, à partir d'une vision dans laquelle, finalement, l'essentiel, c'est justement cet avoir qui va nous permettre d'accéder progressivement et de plus en plus à l'être. Il va falloir changer cette vision. Là, cette vision, elle est forcément à un moment donné coincée. Sur une planète dont toutes les formes sont limitées, on se rend bien compte que ce n'est pas ce que nous allons. Voilà pourquoi finalement, on va progressivement arriver à cette vision de l'être, attiré peut-être, comme je disais tout à l'heure, par cette vision de certains sages qui n'ont rien mais qui sont tout, et d'arriver finalement à percevoir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut percevoir ça? Alors, c'est le moment où cette vision, ça commence par nous. Nous commençons par percevoir ce qu'on appelle l'âme au-delà de nous-mêmes, au-delà de la forme. On perçoit ce que nous sommes fondamentalement. On commence par percevoir ce que nous sommes réellement, au-delà justement de tout le processus de forme. Et à partir de là, on commence à voir aussi l'autre en tant qu'âme. On commence à percevoir ce qu'il est. Et puis on commence à percevoir le monde dans lequel cette âme se vit. Et on commence à voir la vie elle-même avec un V majuscule. Et cette vie qui est la vie qui est absolument riche de tout. C'est une vie infinie. C'est la vie de l'univers. Et cette vie dans laquelle nous avons nous-mêmes notre propre vie, c'est quelque chose qui est absolument inépuisable. On dit, mais c'est ça, c'est dans cette vie-là que nous sommes et que nous existons. Notre être, fondamentalement, il se retrouve dans cette vie-là. Alors à ce moment-là, c'est vrai que ça va complètement changer la vision des choses. Vous voyez, quand on est dans le monde des formes, on se situe dans une polarité qu'on pourrait dire négative, électriquement. Électriquement, je suis moins. Moi, je suis en manque. Et donc, puisque moi, je suis moins, eh ben, il faut que j'acquière des choses pour devenir plus. Et c'est vrai que dans le monde actuel, on est toujours en demande. On est toujours dans la plainte. Il nous manque toujours quelque chose pour aller bien. Il nous manque toujours quelque chose pour être heureux. Il manque toujours quelque chose pour que ce soit, voilà, pour que ça soit bien. Et c'est vrai que même si on partage tout, on sera toujours dans cette impression de manque parce que le monde des formes, c'est le plus, c'est la réserve. Et je compte sur cette réserve pour me remplir progressivement, d'une manière équitable ou inéquitable. Quand je rentre dans le monde de la vie, quand je rentre dans le monde de l'âme, quand je perçois que finalement le monde essentiel, c'est ce monde global, et que je commence à vivre ça, que je me rends compte que finalement l'âme que je suis, mais c'est ça l'être. Et que quand je suis dans cet être, il a besoin strictement de rien. Et quand je constate le groupe que nous sommes, et le groupe d'âmes, et l'humanité âme, et quand je vais encore beaucoup plus loin, je vois les planètes, les étoiles, etc. Mais la vie est pleine. C'est une plénitude fantastique. Et quand j'arrive finalement à me dire, mais je suis ça, je suis cet être, j'ai pas à en douter. Jusqu'ici, j'étais dans l'avoir parce que je doutais d'exister. J'avais besoin qu'on me rassure. J'avais besoin que me dire, mais non, mais je suis, hein, puisque j'ai tout ça. C'est que je suis. Et là, mais je m'en fous. Et je suis tout à fait différent. Alors à ce moment-là, je suis dans le plus. Je me situe dans le plus et non pas dans le moins. Je ne suis pas quelqu'un qui est en manque, je suis quelqu'un qui est en plus. Je suis quelqu'un qui est en don. Je ne suis plus dans une certaine force centripète, je suis dans une force centrifuge. Je ne réclame plus rien, puisque je suis tout. Je vais être complètement dans cet ensemble-là. Donc il y a une espèce d'évidence qu'à partir de là, la notion de partage elle va complètement changer. Il n'y a rien à stocker. Qu'est-ce que vous voulez stocker dans cette vie? À partir du moment où cette vision, vous voyez, s'élargit de plus en plus, quand je m'éclaircis, quand j'arrête de voir que le monde des formes, je vois tout ce qu'il y a derrière, toute cette vie, ce qu'on appelle le corps éthérique de la planète, le corps éthérique qui nous relie tous. Et finalement, je m'aperçois que tout ça, c'est un gigantesque réseau. Nous sommes dans un réseau fondamental. Et qu'est-ce que vous voulez stocker pour pouvoir redistribuer? Ça n'a aucun sens. On ne peut rien stocker de ça.
On peut simplement être des passeurs, on peut simplement être des canaux, mais il n'est absolument pas question de pouvoir prendre quoi que ce soit, ni de redistribuer quoi que ce soit. Ça n'a plus aucun sens. Tous les paramètres, finalement, sont en train de changer. Donc à partir de ce moment-là, je dis, mais je suis dans le plus et je n'ai pas de peur à avoir. Et je n'ai pas besoin d'avoir quoi que ce soit ou qu'on me prouve quoi que ce soit pour dire que je suis. Je le sens. Je le suis et je suis complètement en paix par rapport à ça. Je suis complètement dans ce don. Qui veut? Mais t'as rien. Ah bah oui, j'ai rien, mais je donne tout. En permanence. Ça ne marche pas sur le même niveau. Alors, vous allez me dire, bon bah, c'est joli ça, mais il faut y arriver quand même. Il faut pouvoir avoir cet état de conscience. Oui, mais ce sont des expériences qu'on fait beaucoup plus couramment qu'on ne le pense. En tout cas, qu'on fait en méditation. Et c'est vrai que quand on commence justement à découvrir l'âme que nous sommes et la vie riche de tout, bah c'est vrai que même si ça dure que des toutes petites fractions de secondes, il y a des moments où on sait que ça existe, on sait que c'est là. Alors c'est vrai que quand on découvre ça, on pourrait dire mais ça va tout changer. Bah, figurez-vous que dans un premier temps, ça change rien. Parce que je découvre cette vie infinie et riche de tout. J'en veux. J'en veux. J'en ai besoin. Comment on fait pour l'avoir? Comment on fait pour avoir de ça? Comment on fait voir? Alors, mon Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi votre bénédiction, donnez-moi votre grâce, amenez-moi ça. Attends, mon Dieu, je vais méditer. Je vais méditer pour avoir plus de joie, plus de lumière, plus de bonheur, plus de ceci. Je vais méditer. Âme, s'il te plaît, occupe-toi de moi. Merci, merci, merci. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le matérialisme spirituel. C'est tout simplement, dans un premier temps, mais c'est normal, je sors d'avoir. Je ne connais que la position prendre, avoir, apprendre. Donc dès que je découvre que ce monde existe, j'en veux. Comment on fait pour se le procurer? Et donc j'en veux. Et je vais essayer de prier, de méditer pour avoir de ça. Et là, je deviens vraiment un être plus complet. Parce que non seulement j'ai de ça, mais ça ne m'empêche pas, dès que ma méditation est finie, d'avoir de ça. Oui, je veux de tout, hein. Horizontal, vertical, tout y passe. Donc c'est évident qu'à partir de là, je commence à être quelqu'un de bien. J'ai ce qu'il faut au niveau de ma vie physique, professionnelle. J'ai un couple, j'ai des enfants charmants, je suis aimé, j'aime des amis. J'ai des connaissances, j'ai beaucoup de connaissances, profession. Puis j'ai une âme, je suis une âme. Et en même temps, voilà, je suis quelque peu relié, puis en même temps... Ah bah ça, très bien, fin de l'histoire. Je suis quelqu'un. Mais vous voyez comment, pour arriver à être quelqu'un, il faut avoir. Tout le temps de l'involution dans la courbe, tout le temps de l'involution, c'est avoir pour être, avoir pour être, avoir pour être, avoir pour être. C'est comme si on ne pouvait pas faire autrement. Pour les enfants, c'est absolument pas possible de faire autrement. Un enfant, il ne peut pas être du premier coup, savoir qui il est. Donc il va avoir des tas de choses. Il faut qu'il se développe, il faut qu'il acquiert plein de choses pour découvrir justement son être. Et donc, pendant toute une période de notre développement, ce qu'on appelle l'involution, ou tout le développement de l'enfance, de l'adolescence, etc., c'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, l'état véritablement d'adulte responsable justement de ce bien commun, comme nous allons le voir, ça va nécessiter de changer complètement. Changer la vision. C'est pour ça que la chose la plus importante que nous ayons à faire dans ce mois-ci, qui est le mois du Taureau, c'est d'apprendre à voir le monde autrement. Ne plus se laisser complètement éblouir par le monde des formes, ça j'ai pas, ça j'ai pas, ça j'ai, etc. Mais par l'être. Regardez comme il est très très facile de répondre à la question, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu voudrais? Pas de problème. Changer. Qu'est-ce que tu es? Qui je suis? Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est ce que je veux devenir. Qu'est-ce que tu n'es pas? Ah, c'est ce que Voilà. Vous voyez, ce que j'ai, alors là, facile, là, c'est des réponses très simples. Ce que je suis, là, ça complique beaucoup. Et c'est là que se fait le changement. De l'avoir à l'être. Et ce changement, vous voyez, il se fait parce que ma vision change. Parce qu'au lieu de voir des formes séparées, je perçois un monde en unité, un monde en réseau, un monde en énergie, en relation, où tout est relié, tout est interconnecté, et donc il n'y a plus rien qui puisse se séparer, que je puisse prendre. Ça, c'est terminé. On passe complètement, vous voyez, à un autre processus, à une autre vision du monde. Mais bon,
encore faut-il se dire, ça y est, j'ai vu, j'ai compris le matérialisme spirituel, donc tout ceci à quoi je me reliais, allez, il va falloir maintenant que je le vive. Et c'est là la difficulté. La difficulté, c'est que j'ai la vision du monde, mais je ne suis pas la vision. Encore une fois, je me heurte avec ce verbe avoir. Ah, la vision du monde global, la vision du monde de l'âme, la vision de la vie infinie, je l'ai, mais je ne le suis pas. Je voudrais vous donner un petit exemple comparatif qui est bien utile, souvent même en méditation. Si vous mettez une bille dans un verre d'eau, la bille pourrait se dire, moi la bille, je suis complètement environné par l'eau, donc le monde dans lequel je suis totalement immergé, c'est l'eau, et donc l'eau et moi sommes un. Ce qui est faux. La bille est totalement séparée de l'eau. Elle est immergée, et là on pourrait dire la vision de son milieu, elle voit très bien qu'elle est dans l'eau, mais elle est toujours la bille. Et l'eau est toujours l'eau. L'eau n'a pas changé. Par contre, vous mettez un morceau de sucre dans le verre d'eau. Et là, progressivement, le morceau de sucre, surtout si vous touillez, il va progressivement se dissoudre. Il va perdre sa forme. Et là, à ce moment-là, on pourrait dire, mais ce morceau de sucre, il disparaît. Ah non, non, il ne disparaît pas du tout. La preuve, c'est que l'eau est sucrée. La forme va disparaître. La forme va se dissoudre dans l'eau. Mais le morceau de sucre, il apporte complètement toute sa qualité, toute son essence à l'eau. Et là, finalement, lorsque les deux sont bien mélangés, on pourrait dire, le morceau de sucre, si on pouvait l'entendre encore, il dirait, mais je suis l'eau sucrée. L'eau et moi sommes un. Là, oui, absolument. Ça veut dire qu'il a fait le sacrifice, en quelque sorte, de sa forme pour rejoindre l'eau. Et maintenant, il a changé cette eau, et maintenant, il y a quelque chose de tout à fait différent. Et la difficulté, vous voyez, dans la méditation, c'est ça. C'est que souvent, quand on cherche à méditer, quand on perçoit cette vie, quand on perçoit ça, on reste la bille. Donc je vois le tout, je vois l'âme, je vois l'amour, tout ça. Et quelquefois, je me dis, donc je le suis. Non, pas du tout, je suis toujours une bille. Par contre, effectivement, faut penser au morceau de sucre et se dire, mais comment se donner à cela, devenir ça, être cela. C'est, voilà, tout le secret, il est là. Tout le passage, il est là. Et ceci dit, ce sont des choses que très certainement, nous avons tous déjà vécues, par moments, pas forcément en méditation. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça dans un paysage, devant un paysage. Un lever de soleil ou un coucher de soleil, peu importe. À un moment donné où finalement, on est tout seul, parce que s'il y a toujours quelqu'un avec soi qui raconte sa vie, on ne peut pas en profiter. Donc finalement, je suis tout seul. Et là, à un moment donné, ces couleurs, le chant des oiseaux qui apparaît, l'air, papillon. À un moment donné, il se passe un truc magique, c'est que je cesse d'être spectateur de ça. Au début, je n'arrête pas de m'extasier. Je suis la bille dans le paysage. Le soleil, la couleur des arbres, le chant des oiseaux, j'adore. Ce parfum. Éventuellement, si j'ai un appareil photo, j'immortalise. J'ai la photo du moment. Et puis, une fois que c'est fait, je me laisse prendre. Et progressivement, je vais devenir le sucre. Je me fonds dans le paysage, je me dissous dans le paysage. Finalement, je vais être... Mais je suis le soleil, je suis l'air, je suis la couleur des arbres. Je suis le chant des oiseaux. Et je ne peux pas distinguer, à un moment donné, je suis tout ça. C'est des courts moments, mais voilà, je suis devenu ça. Et dans ces moments-là, on touche l'être. Et dans ces moments-là, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il me faut en plus? Qu'est-ce qui me manque? Si on me posait la question, qu'est-ce que tu veux? Mais rien. Rien. Rien parce que je suis dans la plénitude. Quelqu'un qui est dans la plénitude, qu'est-ce que vous voulez faire rentrer d'autre? Rien, c'est plein. Donc c'est même pas la peine. Donc je ne peux rien avoir. Parce que je suis tout. Je suis dans ce tout. C'est un moment totalement plein. Et c'est là que je découvre que finalement, mais lorsque l'on est comme ça dans l'être, mais l'avoir tend à disparaître totalement. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai? À la limite, on pourrait dire,
je suis tout, donc j'ai tout. Puis on pourrait se reprendre en disant, mais non, c'est stupide de dire j'ai tout, parce que rien ne m'appartient. C'est plutôt moi, peut-être même, qui appartient à cet ensemble. Je suis le paysage, comme le morceau de sucre s'est dissous dans l'eau. Donc j'ai rien, mais n'empêche que je suis tout. Et je découvre que finalement, je peux être tout sans rien avoir. Et que ce mot avoir, ça n'a plus de sens. Et que l'essentiel, il est là. Et ce qu'on cherche tout le temps à travers l'avoir, c'était l'être. Et cet être, je viens enfin de le trouver. Oh, c'est un court moment. C'est vrai que il y a des choses qui pourraient après redescendre, dire, j'aimerais bien avoir encore des moments comme ça. Bon, voilà, l'avoir reprend le dessus. Mais je sais que ça existe, ces moments-là. Et on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait à ce moment-là vouloir de plus? Si, peut-être une petite chose. Si vous vivez ces moments-là, la seule chose que peut-être vous pouvez regretter, c'est dire, j'aurais aimé partager ce moment avec telle personne ou telles autres personnes. Si on avait pu partager ce moment ensemble, ça aurait été encore plus magique. Vous venez de découvrir quelque chose de fondamental. Le plus magique, c'est pas de partager l'avoir, c'est de partager l'être. Partager l'être. Avoir l'être en partage. C'est ça, finalement, le secret. Et donc, c'est pour ça que c'est étonnant. Et même peut-être que si vous sentez que ce serait super comme ça de partager l'être, aussitôt, vous avez sorti votre téléphone portable et vous avez partagé ce moment sur Facebook. Parce que qu'est-ce que c'est que Facebook, si ce n'est la toute première concrétisation, la plus basse du partage de l'être? On ne partage aucun avoir sur Facebook. On partage que des états d'être. C'est tout. Oh, c'est pas encore l'être avec un E majuscule, vous avez remarqué. Parce que l'être, ça se décline en des tas et des tas et des tas de niveaux. Et donc c'est simplement souvent le petit être, le petit moi, ce que je vis émotionnellement dans ma personnalité. Moi, ma vie, mon œuvre, les miens, ce que j'aime, des moments comme ça. Mais peu importe, le principe même, si vous voulez, c'est de dire, mais on pourrait, avec ce moment-là, partager des moments d'être. Viendra un moment donné où les seules choses qui circuleront sur Facebook, c'est simplement des phrases de méditation. Le résultat de nos méditations des uns et des autres tous les jours. Des phrases de sagesse mises à la disposition des uns et des autres. Comme si chacun dit, voilà ce qui m'est venu dans ma méditation, ou devant ce paysage, il y a une phrase où il y a un mot qui m'est venu, et je le mets à disposition de tout le monde. Partager l'être. Et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, mais l'avoir, c'est véritablement quelque chose que nous développons à fond tant qu'on n'a pas trouvé l'être. En fait, l'avoir, ça n'est rien d'autre qu'un déficit de l'être. Si je réclame de plus en plus d'avoir, c'est parce qu'il me manque finalement cet être. Donc j'ai besoin d'avoir, ça me rassure, ça me montre que je suis quelqu'un, comme ça. Mais en fait, c'est parce que je ne me rends pas compte, mais parce que dès que j'ai une expérience de plénitude, et on a tous vécu des moments comme ça, avec quelqu'un ou dans un paysage ou à d'autres moments, on sait bien qu'on n'a plus besoin de rien. On est. C'est pour ça que bien souvent, vous voyez, quand on réclame des choses du point de vue de l'avoir, on ne s'en rend pas compte, mais on réclame du point de vue de l'être. Regardez, exemple. En ce qui concerne les enfants, ou les chats, ou dans le couple, c'est la même chose. Vous avez des moments où il y en a un, comme ça, dans le couple, il y a le chat, il y a l'enfant, qui n'arrête pas de vous réclamer des trucs au niveau de l'avoir. Le chat, c'est qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. En plus, vous êtes pressé, hein, c'est bon. Oui, je t'ai donné à manger, tiens, t'as tout. Mais je t'ai donné à manger, qu'est-ce que tu veux de plus? Il m'énerve. Le bébé ou l'enfant, c'est pareil. Mais je t'ai donné ton jouet, tiens, t'as ça, tiens. Encore maman. Mais je te donne ça, tiens. Mais t'as tout, qu'est-ce que tu veux de plus? L'adulte dans le couple, oui, et puis depuis le temps que je te demande ça, tu m'as toujours pas fait, et puis tu m'as demandé ça, et puis je te demande ça, et puis alors ça, je ne peux pas tout le monde dessus, et puis depuis le temps que je te demande ça, et ça, et ça, que je les ai pas. C'est intéressant de voir qu'en fait, toute demande d'avoir cache une demande d'être. Seulement, comme on ne sait pas exprimer les demandes d'être, on les exprime sous demande d'avoir, qu'il s'agisse du chat, qu'il s'agisse de l'enfant, qu'il s'agisse de l'adulte dans le couple. Et la démonstration, elle est très facile à faire. La première fois que vous vous trouvez confronté à ça, vous prenez le gamin, vous prenez la personne, vous prenez le chat,
L'un après l'autre, hein, ou et vous leur faites un round de câlins, 3 minutes. C'est-à-dire que vraiment, vous lâchez ce que vous faites, même si vous êtes pressé, vous allez voir, vous allez gagner énormément de temps. Vous êtes pressé et vous consacrez entièrement à la personne. La personne qui n'arrête pas de réclamer, etc., qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est occupe-toi de moi. On ne partage jamais l'être. Alors comme on ne partage pas suffisamment l'être, j'arrête pas de t'emmerder sur l'avoir. Mais je m'en fous fondamentalement de l'avoir. Le chat, qu'est-ce qu'il veut? Mais il s'en fout de m'en manger comme ça. Il veut un câlin. Ah, le chat, c'est même pas 3 minutes. Au bout de 30 secondes, le chat, il est plein. Au bout de 30 secondes, oui, bon, bah, ça suffit quand même. Voilà. Et le gamin, c'est exactement la même chose. Vous serez étonné de voir que simplement, lorsque vous répondez à une demande d'avoir par l'être, un partage d'être, à quel point, mais ça y est, vous avez répondu à la question qui n'était pas posée apparemment. Vous n'avez pas répondu à la demande apparente. Et pourtant, vous avez répondu dans le fond. Et c'est intéressant pour nous-mêmes. Chaque fois que nous, on se dit, tiens, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ceci, pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux ça en plus? Pourquoi tu veux apprendre des choses? Pourquoi tu veux faire une formation supplémentaire? Pourquoi tu veux des connaissances? Pourquoi tu veux des relations? Pourquoi tu veux faire ceci, ça? Pourquoi? Mais parce que je ne me suffis pas à moi-même, parce que je ne suis pas. Et donc, j'ai besoin de choses pour me dire que je fais quelque chose. Sinon, je dis, mais c'est terrible si je suis dans cette solitude et que je fais rien, que j'ai rien. Mais j'ai un grand vide et comme j'ai peur de ça, ben, je vais traduire ça par de l'avoir et par du faire. Et là, vous voyez, on découvre vraiment justement ce secret fondamental, c'est de dire que notre recherche, c'est vraiment cette notion d'être. Arriver à trouver, c'est quoi être? Sur tous les aspects, depuis ce que nous sommes quand on est vraiment dans notre petit moi, dans notre personnalité, dans l'âme, dans des moments de fusion beaucoup plus importantes. Il y a toute une échelle comme ça, mais réussir à percevoir que progressivement, il faut qu'on assume justement pour trouver cet être fondamental. Et c'est là qu'à partir de là que on va découvrir donc beaucoup de choses. C'est le début de toute une histoire. On va découvrir l'évidence de l'être fondamental. On va s'apercevoir que mais c'est ça. Et je sais que je suis fondamentalement ça. On va découvrir toutes les strates de cet être, toutes ces doutes, toutes ces difficultés, les choses qui tiennent pas. On sait que je suis ça, mais j'arrive pas forcément à le maintenir dans le quotidien, et donc c'est pas facile. Donc toutes les contradictions de cet être. On va découvrir aussi la puissance créatrice de cet être, parce que c'est là qu'on se dit, mais c'est de là que tout part. Quand on dit que tout ce que nous vivons au niveau inférieur, c'est une sécrétion de conscience, bien évidemment, c'est une sécrétion de l'être que je suis, la plupart du temps inconsciente, mais si là ça peut devenir conscient, c'est intéressant. Et puis je découvre qu'on fonctionne tous comme ça m'amène à voir complètement le monde dans un fonctionnement totalement différemment. Mais tout ce monde de gens qui courent après l'avoir, mais en fait ils courent après l'être. Et quand on fait finalement l'erreur de dire bon, on n'a pas assez d'argent, on supprime l'éducation, on a tout faux, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. S'il y a une chose qu'il faut garder, c'est l'éducation de l'être. C'est le dernier besoin à éliminer. C'est ça qu'il faut absolument favoriser. Parce qu'on court tous finalement après l'être que nous sommes fondamentalement. On découvre que nous sommes tous cela et que nous formons ce qu'on appelle un groupe, un ensemble. Et que l'être que je suis n'est absolument pas seul, n'a même pas de sens tout seul. Ça a un sens uniquement en groupe, en globalité. On va découvrir que finalement c'est tous ensemble que nous avons à agir. Et que c'est tous ensemble que nous sommes en quelque sorte la source de toutes les solutions à appliquer sur Terre. L'être est la source des solutions à appliquer sur Terre. Et que tant que je n'en suis pas là, je ne peux rien résoudre. On va le revoir tout à l'heure. Et donc c'est là que je vais découvrir quelque chose de tout à fait nouveau, une vision nouvelle qui bouleverse complètement la vision que j'avais avant. Mais pas de regret, ce n'était pas possible. Il faut qu'on passe par toute cette avoir pour découvrir l'être. Et après, pour se rendre compte qu'en tant qu'être, on peut complètement se passer de l'avoir. L'être est supérieur à cela. C'est là qu'on va commencer à découvrir justement le bien commun. Jusqu'ici, vous voyez, dans l'avoir, ce dont nous traitions, c'est les biens communs.
les biens que nous avons en commun, ou le bien matériel que nous avons en commun. Mais là, on va découvrir que le bien commun, ça peut avoir complètement un autre sens. Le mot bien, avec un B majuscule, ça fait partie de la fameuse trilogie de ce qu'on appelle le bien, le beau, le vrai, les trois grands éléments fondamentaux. Et que le bien, c'est relié au rayon 1, c'est relié à la volonté divine, au dessein, on peut l'appeler comme on veut, c'est relié à ce qui doit être, c'est relié au plan fondamental que l'humanité doit accomplir justement sur cette terre, c'est relié à tout cet être-là. Et que finalement, le bien, c'est quel est le bien à réaliser. C'est amusant de voir que ce même mot peut servir dans les deux sens, pour être et avoir. Que le bien commun, c'est avant tout le bien que nous avons à réaliser en commun sur cette planète Terre. Et en attendant, c'est les biens que je peux amasser pour m'aider à découvrir qui je suis. Le bien et les biens. Et on passe finalement de l'un à l'autre, des biens communs aux biens communs. Comment est-ce qu'on peut définir le bien commun? On pourrait dire simplement que le bien commun, c'est la volonté de construire la vie sur Terre, de construire ce que nous sommes, de construire l'évolution de l'humanité. C'est vraiment la volonté de construire tout notre avenir, notre fameux avenir dont nous avons parlé le mois dernier. C'est cela que nous avons à réaliser. Le bien commun, c'est tout simplement de réussir la vie de la planète, la vie de l'humanité, plutôt que ma vie à moi tout seul. Le bien commun, c'est justement réaliser tout ce plan que nous avons à faire ensemble. Vous voyez, le mot plan, le dessein de Dieu, tout ça, c'est des choses un petit peu pompeuses, qui sont un petit peu lointaines et qu'on ne perçoit pas tellement. C'est trop abstrait pour nous. Mais regardez comme le mot, le bien commun, on peut sentir quelque chose de ça. Se dire que finalement, la direction dans laquelle nous avons à faire, l'avenir que nous avons évoqué la fois dernière et qui est à construire à nous tous, c'est une indication. Cet avenir, il est à se faire dans la direction du bien communautaire, le bien de commun. Et pas simplement le bien de l'humanité, mais le bien de tout ce qui vit finalement sur cette terre. Vous dire, mais il consisterait en quoi? Quelle serait la qualité de ce bien commun? C'est très simple, c'est l'amour. C'est l'amour avec un A majuscule. Remplacez quelquefois ce mot par unité si jamais vous mettez du sentiment dans l'amour. Parce qu'il n'y a absolument aucun sentiment. C'est d'arriver à vivre justement en tant qu'unité, de vivre tout en tant qu'unité. Vivre en tant que terrien. Les terriens, je vous rappelle, c'est les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, les dévas, c'est tout ce qui vit sur cette terre et la terre elle-même. Et donc c'est en tant que terrien, vivre une unité fondamentale. C'est ça le bien commun, sans laisser de côté quoi que ce soit. Et je vous rappelle que quand on nous demande de vivre l'amour sur terre, on ne vous demande pas d'apprécier. L'amour, ça ne veut pas dire j'apprécie. Si vous me dites, moi je ne suis pas du tout dans l'amour, il y a des tas de personnes sur Terre que je ne peux pas, mais je ne peux pas encadrer. Eh bien rassurez-vous, c'est normal. Voilà. Il y a des tas de gens qui, du point de vue de la personnalité, de leurs actes, de la façon, on ne peut pas cautionner même ce qu'ils font. On ne peut pas aimer ça, c'est pas possible. Affectivement, non. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'amour. Parce que l'amour, ça n'a jamais voulu dire apprécier. Dans la parole du Christ, qu'on n'a souvent pas citée jusqu'au bout, aimez-vous les uns les autres, on a oublié, comme je vous ai aimé. Or, le Christ ne nous a jamais aimés affectivement. Il a même souvent vu à quel point on était vilain, et il nous aimait quand même. Ce qui veut dire que c'est... Ou bien il est un peu naïf, c'est effroyable, de dire comment tu peux aimer quelqu'un comme ça? Mais non, c'est pas du tout d'amour affectif, c'est d'amour fondamental. Ça veut dire qu'il nous a tous pris en compte. Il faut vraiment réaliser que le verbe aimer, c'est tout prendre en compte. Ne jamais laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit de côté. Et qu'est-ce qu'on nous demande d'aimer dans l'humanité? Non pas nos personnalités qui sont vraiment pas aimables, dans le signe digne d'être aimé, mais nos âmes. Et même le dernier des derniers actuellement, qui est le plus salaud d'entre eux que vous pouvez imaginer, mais il est une âme fondamentalement belle. Et on ne peut absolument pas le laisser de côté. Et finalement, nous formons une communauté avec lui, tous ensemble. Et c'est en tant qu'âme qu'on doit s'apprécier. C'est en tant qu'âme, qu'on doit se prendre tous en compte. Et ne jamais chercher à travailler l'appréciation. Donc rassurez-vous, quand vous ne pouvez pas encadrer quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'amour.
Mais prenez bien garde à dire, mais par rapport à son être fondamental, mais on évolue ensemble. Je ne l'exclus pas. Jamais. L'exclusion, c'est ça qui est anti-amour. Ce n'est pas du tout des variables au niveau de l'affectif. Et donc c'est ça que nous avons à travailler. Nous avons à voir qu'en tant qu'âme, nous n'avons rien d'autre à faire que de réaliser que nous sommes une communauté. Et qu'on n'a rien d'autre à faire que de concourir à l'unité de cette communauté. Et que la vie nous offre toujours, du point de vue de l'amour, tout ce qui est indispensable pour qu'on avance de ce point de vue-là. Le bien commun, c'est ça. Réaliser, mais c'est même d'une simplicité extrême qui nous désarme souvent, dire on n'a rien d'autre à faire que de prouver l'unité sur Terre et que de vivre là-dedans et en prenant absolument tout le monde en compte et pas simplement moi, ma vie ou l'humanité. Non, non, il faut prendre tout le monde en compte et c'est ça qui fait qu'on trouve le bien commun. Alors, comment est-ce qu'on réalise ça et comment on l'expérimente? Par exemple, déjà, bon, c'est un petit peu abstrait, mais en percevant ce qui se passe au niveau de la Terre. Alors, je vous ai souvent dit que la Terre, ce n'est pas quelque chose de purement matériel, c'est un corps physique d'une entité absolument fantastique qu'on appelle l'esprit de la Terre. Et donc, c'est se relier finalement à cet esprit de la Terre. La Terre, c'est vraiment l'être gigantesque dans lequel nous avons la vie, le mouvement, et puis nous avons l'être au sein de cet être encore plus gigantesque. Nous ne sommes que des organes au sein de cet organisme. Et la moindre des choses pour un organe ou pour une petite cellule, c'est de partager le bien commun de tous les organes par rapport à l'organisme. C'est ça finalement l'objectif qu'il faut qu'on perçoive. Et nous alors? Nous, oui, si on perçoit qu'on est âme, groupe, c'est évident, mais on est tous humanité. Percevoir qu'on est humanité et que c'est intéressant de résoudre des problèmes de ce point de vue-là. Parce que pour l'instant, on ne le conçoit pas du tout. Regardez, par exemple, on cherche des moyens pour résoudre la crise de croissance. On cherche à se dire, mais comment peut-on relancer la consommation et comment est-ce qu'on peut finalement relancer la croissance? Oui, mais dans un monde fini. Pensez-vous qu'un pays puisse relancer la croissance sans que forcément ça nuise à un autre? Sinon, on se met à vendre beaucoup plus. Qui c'est qui va vendre moins? Et c'est là qu'on s'aperçoit que quand on raisonne, même au terme d'une nation, on ne raisonne pas du tout en termes de bien commun. On raisonne en termes de le bien commun à la France, commun aux Français, acheter français. Pendant ce temps-là, les autres, ah oui, mais les autres, c'est chacun doit trouver leur solution dans chacun problème. Non, non. Pensons globalement. Et le fait de ne pas penser globalement cause d'énormes problèmes. Par exemple, l'Afrique. Pourquoi croyez-vous que l'Afrique en est toujours à ce point-là? Mais parce que nous n'avons aucun intérêt à voir l'Afrique se développer. Imaginez que l'Afrique dans son entier devienne une seconde Chine. Mais quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais s'ils se mettaient à fabriquer des voitures, des machines, des machins, etc., ils ont tous les minéraux qu'il faut, tous les minerais qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? S'ils se mettaient à faire des tissus, s'ils avaient une économie comme ça florissante, déjà pour eux, on leur vendrait plus rien, puisque déjà ils produisent, et puis ils seraient capables, comme ils produisent moins cher, de nous en vendre, et nous, c'est épouvantable. Oui. Donc, il ne faut pas trop les aider. Il ne faut pas qu'ils soient trop pauvres non plus, parce qu'il faut quand même qu'ils aient les moyens de nous acheter des choses. Donc on les aide un peu, on leur donne des sous, on leur donne une aide pour qu'ils puissent nous acheter des choses pour que notre économie aille bien. Voilà, comme ça va. Tout va bien. Mais ce n'est pas du tout penser les choses en termes de globalité. Du coup, ils immigrent. Ils viennent chez nous. Ils sont gonflés quand même. Ils disent, mais oui, mais chez vous, il y a du... Non, chez nous, il n'y a rien. Mais c'est une vitrine, vous paraissez... Oui, mais vous regardez la vitrine, mais vous ne rentrez pas. Vous n'avez pas les moyens, donc on vous reconduit à la frontière, ça ne va pas du tout. Ah oui, mais ça ne va pas aller, parce que comme le fossé s'aggrave entre les deux, à un moment donné, ils vont casser la vitrine, puis ils vont rentrer de force, évidemment. Donc on voit bien que le problème de l'immigration, c'est tout simplement parce qu'on ne pense pas les problèmes en termes d'humanité, on les pense en termes de pays. Le problème de la drogue, c'est exactement pareil. On a inventé un système qu'on appelle la loi du marché. Et donc, figurez-vous qu'avec les pays pauvres, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, eh bien, on leur achète le café, le coton, le chocolat, enfin toutes ces choses-là, selon les lois du marché qu'on fait vivre comme nous voulons. Et donc on dit, désolé, là cette année on vous achète le café encore plus bas parce que les prix baissent en ce moment, donc on ne peut pas vous l'acheter plus haut. Ah mais non, on ne peut pas, nous, sinon on a juste de quoi vivre. Désolé, si vous voulez vendre plus haut, pas à nous.
Qu'est-ce qu'ils font tous ces petits agriculteurs qui ne peuvent pas vivre? Eh ben, c'est vachement plus rentable de cultiver du pavot et de la drogue. Parce que ça, ils peuvent en vivre. Donc, à qui la faute si on est envahi de drogue? Bah, à nous qui n'achetons pas les produits que eux commercialisent au juste prix. Car le prix du café ou du coton, etc., ou du jute, eh bien, si vous voyez les chiffres, depuis 50 ans, ça ne cesse de chuter. Plus nous, nos prix augmentent, nous, on leur vend des choses qui sont de plus en plus chères, on leur achète des choses de moins en moins chères. Mais du coup, bah, vous voulez de la drogue, ça, vous en consommez? Ah oui, on en consomme beaucoup. Eh ben, on va vous cultiver ça, sans pas de problème, comme vous voulez. Ça, au moins, vous allez l'acheter, et vous n'allez pas mégoter. Bon. Donc, c'est juste deux exemples pour vous montrer combien, vous voyez, les problèmes de croissance, les problèmes d'immigration, les problèmes de drogue, tout ça, si on commence, il y en a plein d'autres comme ça, si on les traite les uns après les autres, ah, l'immigration, ah, la drogue, etc., oui, on trouve toujours des fautifs, etc., mais pas du tout. Le problème fondamental, c'est qu'on ne pense pas au bien commun. On ne pense pas aux solutions en termes d'humanité. On y pense problème par problème, pays par pays. Et c'est archi faux. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Ça ne va pas du tout. Et donc il nous faut réaliser que nous sommes véritablement une humanité une et qu'il nous faut penser le bien commun et non pas le bien particulier. Voilà pourquoi ça va nous demander d'avoir une vision commune. On en parlait le mois dernier, avoir une vision commune, se réunir les uns les autres, faire des réunions, discuter. Comment est-ce qu'on voit le monde? Comment est-ce qu'on voit l'avenir, hein? On a mis ça en place justement pour le mois dernier par rapport à cette énergie du bélier. Qu'est-ce que nous avons à faire? Comment est-ce qu'on peut aller dans ce plan? Et puis maintenant, bah, on peut aussi se demander maintenant, bah, qu'est-ce que ça va nous demander aussi à nous? Parce que c'est sûr que nous, si on développe de plus en plus le bien commun, et plus on a cette vision qui se développe, plus ça va remettre en question nos biens particuliers. C'est là où ça coince un peu. De concevoir un bien d'ensemble, oui, de se rendre compte que ça va nous demander de remettre en question mon bien propre. Et c'est évident qu'il va y avoir une difficulté. C'est évident qu'il y a une dualité fondamentale. On a une dualité. On veut très bien que les autres s'enrichissent à condition que nous, on ne s'appauvrisse pas. Mais pourquoi est-ce qu'on est tellement paniqué comme ça par une perte de l'avoir? Il nous est même tous arrivé, alors qu'on vit dans le confort, de revivre quelquefois dans des moments où, en vacances ou autres, on n'est pas spécialement dans le confort. C'est une vie très simple, mais on est tellement dans l'être à ce moment-là et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? À chaque fois qu'on est dans l'être, on se rend compte à quel point l'avoir qu'on a est superflu. Donc on pourrait très très bien supporter vraiment une diminution de plein de choses, simplement parce qu'on serait dans un courant de vie, dans un courant de partage, parce qu'on vivrait totalement différemment. Parce que le partage se ferait directement à la source. Et en réseau, il n'y a plus de système de redistribution, de package, de système de fontaine, etc. C'est terminé. C'est complètement un autre état d'esprit qu'il faut évidemment inventer, qu'on n'a pas encore inventé, mais c'est vraiment quelque chose qui vient à partir du moment où on a justement cet état de conscience. Mais à un moment donné, c'est sûr que cet état de conscience de bien commun n'est plus du tout contradictoire avec le bien personnel. Plus je rentre dans l'être, plus je me dis, mais moi, ce qui vraiment me plairait beaucoup, là où je serais vraiment bien, ben c'est si on peut tout partager. C'est le bien commun. Si on peut vraiment tout partager, alors c'est l'idéal pour moi. Oui, mais ça va remettre des choses en question, je m'en fiche. Pour moi, l'important, le plus grand bonheur, on pourrait dire, pour moi, ce serait d'arriver à partager l'être comme ça et arriver à ce qu'on se rende compte que c'est ça qui est important. Et à un moment donné, donc, le bien commun devient mon bien personnel. La dualité, progressivement, je vous rassure, s'estompe. Jusqu'à un moment donné, elle disparaît totalement. C'est inéluctable. Alors vous voyez, comme cette histoire de bien commun, elle est là, elle n'est pas nouvelle comme idée. Il y a plein de gens qui ont dit ça, il y a plein de sages qui disent ça. Et on peut souvent dire, on reconnaît un sage, qu'il soit scientifique, qu'il soit philosophe, qu'il soit spirituel, peu importe, à ce qu'ils disent tous la même chose. Mais œuvrons ensemble en tant qu'humanité au bien commun. Il est là sous nos sens, sous nos yeux, on le voit depuis très longtemps. Mais on ne s'y intéresse pas vraiment. On voit bien, oui, c'est un idéal, c'est une utopie, c'est beau, mais pour l'instant, c'est chacun pour soi.
Mais il suffirait qu'un peu plus d'humains s'intéressent à cela pour que la nouvelle éthique dont nous parlons cette année émerge. Plus on va s'intéresser à ce bien commun, plus cette nouvelle éthique, elle va véritablement progresser. Mais ça commence par chacun d'entre nous. C'est à chacun d'entre nous de veiller dans notre propre vie à orienter un maximum vers ce bien commun. Et vous voyez, ça ne consiste pas à dire, bon, dès demain, je fais un chèque aux associations. C'est très très bien, pour l'instant, ça aide. Mais ça ne remet absolument pas en question le système. Rien du tout. On est toujours dans des répartitions de formes. Je ne vois pas le monde autrement. Donc, en attendant, on fait comme ça, mais il faut changer complètement. Et se dire, non, mais c'est pas dès demain je m'y mets, c'est comment favoriser en moi des pensées qui vont vers ce bien commun, mes relations qui vont dans ce bien commun, mes attitudes qui vont vers le bien commun, comment le rayonnement qui va vers ce bien commun, comment moi-même je peux être contagieux par rapport à mes proches, comment je peux faire quelque chose, dire, mais c'est par là qu'on va, et non pas vers son propre bien à soi. C'est ça qui est intéressant. Nous devons tous, vous voyez, devenir des bienveillants. On doit veiller au bien. La bienveillance doit devenir une de nos grandes qualités fondamentales. Veiller au bien commun, à notre quotidien. C'est là où nous sommes véritablement notre responsabilité. Alors on pourrait se dire, mais comment on fait? Comment on peut concevoir ça? Ça paraît tellement loin. Oh ben, à nous de réfléchir. Trouvons le plus petit dénominateur commun. Vous savez, le dénominateur commun, c'est comme ça qu'on arrive à faire relationner des fractions. Vous voyez, comment pouvoir additionner 3 neuvièmes, 5 35e et 2 quarts? Eh bien, on invente le plus petit dénominateur commun qui fait qu'on va tous mettre le même dénominateur et qu'on va pouvoir les comparer, les additionner ou les mettre en relation. Donc les dénominateurs communs, c'est ce qui met en relation des fractions. Nous sommes tous des fractions apparemment totalement différentes, des petites fractions du plan, des fractions de l'ensemble, des fractions du bien commun, des fractions de l'humanité. Et le bien commun, c'est trouver justement ce petit dénominateur commun, qui pour l'instant n'est peut-être pas bien grand. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tiens, en ce moment, on peut peut-être aller dans ce sens-là. En ce moment, on pourrait dire, peut-être qu'on serait assez tous rapidement d'accord pour dire, voilà peut-être ce qu'il faudrait être pour pouvoir changer progressivement les choses. Alors vous voyez, arrivé à ce niveau-là, on pourrait dire, non, mais c'est superbe ce que tu dis, c'est génial, c'est très bien. Mais alors, on délire complètement dans le mysticisme à donf. Mais alors là, nous, allons-y. Hein. Nous, on va se partager l'être, on va être complètement dans l'être, dans le partage, dans la vie une, riche de tout, etc. Pendant ce temps-là, paradis. Donc voilà, on est complètement là-dedans. Pendant que les autres qui ne sont pas du tout là-dedans se partagent le monde, mettent le monde en vraiment, et ça va être épouvantable. Donc il y en a qui vont s'en mettre plein les fouilles, qui vont détruire la planète, pendant que nous, on est dans l'être. Ah non, mais pas du tout. Bon. Vous imaginez bien que c'est pas vrai du tout. Et qu'en réalité, ce qui est intéressant de ce processus, c'est de concevoir qu'on ne résout jamais, 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 jamais aucun problème du point de vue de l'action directe, du point de vue de l'avoir direct. Tant qu'on agit sur le monde des formes, on ne change rien. On ne peut que arranger un peu les choses. Il n'y a pas de guérison. On se contente de mettre des pansements. Ou on peut dire, on soigne, mais on ne guérit pas. Donc c'est vrai qu'agir en restant au niveau des formes, agir au niveau du partage, agir au niveau des biens communs, pensant que c'est en devenant raisonnable, c'est en appliquant d'une morale, c'est en appliquant des règles, en appliquant des lois comme ça qu'on va réussir. Ça, on n'arrivera à rien. Tant qu'on ne change pas la vision, on n'arrive à rien. Pour résoudre ce problème, il faut qu'on monte. Aucun problème ne se résout jamais depuis le bas. Il faut donc monter. Et c'est pour ça que j'ai pris comme exemple l'immigration et la drogue, pour vous montrer que ça aussi, ça va. Et donc se dire, mais tout ça, c'est un problème d'être. Tant qu'on n'est pas du tout dans l'être, on est dans l'avoir personnel. Et quand on est dans l'être, automatiquement, on va progressivement vers cet ensemble, vers le bien commun, et on résout et on pense les problèmes en tant que communauté. Et là, ça redescend, bien évidemment. Ne vous ai-je pas dit tout à l'heure, tout ce que nous vivons en bas est sécrété en haut. Si on est suffisamment nombreux, si on a une masse critique à vivre suffisamment nombreux, justement cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon d'être, c'est évident que ça va prendre du temps, hein, peut-être une cinquantaine d'années, un siècle, plus. Mais de toute façon, c'est inéluctable, c'est quelque chose qui transformera complètement le monde de l'avoir.
Parce que nous partageons l'être, nous finirons obligatoirement par partager l'avoir. C'est inéluctable. Ça se fait comme ça. Mais c'est pour ça qu'il y a 3 éléments fondamentaux à voir. Le premier élément, c'est de se dire, mais quel est, euh, quel est ce bien commun? Eh bien, ce bien commun, comme nous l'avons vu, c'est construire cet avenir, réussir la vie de l'évolution. Ça, c'est le but. Quelle est la qualité fondamentale de ce bien commun? C'est l'amour, c'est l'unité, c'est notre communauté en puissance. Et troisième élément, quelle créativité a ce bien commun? Nous avons vu les 2 premiers. Le troisième, nous ne le verrons pas. Parce que ce troisième, c'est un automatisme. On ne peut pas le décréter à l'avance. Le troisième élément, on ne peut pas du tout décréter qu'est-ce qu'il sera. C'est à partir du moment où nous serons suffisamment en conscience d'être qu'on s'apercevra qu'on se donnera des moyens, on se donnera finalement des transformations qui font qu'on transformera progressivement tout. Tout le système économique, toute notre vision de la société, notre vision du monde, notre vision de l'humanité, tout sera totalement transformé parce que nous, on sera totalement différents. Sur quoi ça peut déboucher? Mais c'est... Par exemple, les choses sur lesquelles ça peut déboucher et qui sont une évidence, mais je ne peux pas donner de date, c'est par exemple la mise en commun de tous les biens produits par la Terre. C'est évident qu'il y aura une agence, il y aura quelque chose, il y aura une organisation, je ne sais pas comment, où les humains se débrouilleront pour le faire, de manière à que le pétrole, les énergies, les sources, de manière à ce que tout ce que produit le sol ou le sous-sol soit complètement réparti d'une manière équitable avec tout le monde. Ce sera évident que tout ça, ce sera même un début, ce ne sera même pas la fin. C'est évident qu'à un moment donné, l'argent disparaîtra. Qu'on aura tout ce qui est nécessaire sans avoir d'argent et d'avoir à acheter. On aura des systèmes qui fonctionneront d'une manière totalement inimaginable maintenant. Parce qu'à partir du moment où l'être prend les commandes, ça transforme complètement tout le processus d'avoir, de répartition. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'essaye plus d'avoir et de redonner éventuellement, ça circule en réseau et tout est distribué automatiquement dans un réseau depuis la source. Ça fonctionne comme ça. Et donc c'est évident que tout est partagé, le travail, parce que tout est pensé en termes d'humanité. Et même plus. Tout est pensé en termes de planète Terre. C'est-à-dire qu'on tiendra compte aussi bien de l'humanité que des animaux, des végétaux, des minéraux, des dévas. C'est-à-dire que ce ne sera pas simplement un bien commun à l'humanité, c'est un bien commun à tous. Et donc on tiendra compte des intérêts de tout le monde pour avancer. Mais c'est lointain, ça. Pas tant que ça. Et ça dépend, là encore, vous voyez, de chacun d'entre nous. C'est à chacun d'entre nous, justement, de faire ça dans sa propre vie, de réaliser que c'est vraiment important. Et c'est particulièrement important parce que nous sommes justement dans l'énergie taureau. Et c'est que ce mois-ci, que nous sommes confrontés à l'essentialité. Qu'est-ce qu'il est essentiel d'incarner dans notre vie? On dit que pendant l'énergie taureau, c'est là que finalement la ligne directrice pour toute une année est donnée. L'énergie est donnée à ce moment-là. Voilà pourquoi c'est intéressant de méditer ce mois-ci par rapport à cette histoire de bien commun. Qu'est-ce qui nous est proposé? Est-ce que je peux en faire quelque chose dans ma vie? Est-ce que je peux incarner ça progressivement dans ma vie? Est-ce que je peux devenir de plus en plus ce bien commun? C'est vraiment quelque chose auquel nous devons être de plus en plus réceptifs, de manière à ce que nous puissions ensuite agir dans notre vie. Bon, je vous propose une petite méditation sur ce sujet.